Bonjour à tous et tout d'abord remercier Afrikajom, notre cher doyen. Merci d'être à ce moment très crucial, notre boussole, c'est vraiment le mot, vous êtes notre boussole. La CEDEAO, le Sahel, notre continent, ce qu'on manque aujourd'hui, c'est d'avoir une boussole. Donc quand on a des personnes comme le doyen Alioune Tine, comme d'autres doyens d'ailleurs, qui étaient présents, il faut s'en appuyer. Et le mot juste, c'est notre boussole. Pourquoi une boussole? Parce qu'on ne sait plus dans quelle direction aller. Je vous demande de l'ovationner. Sans tarder, Monsieur le doyen, je vais vous demander de présenter les différents intervenants. Merci, doyen. Bonjour tout le monde. Écoutez, nous avons de grands absents, mais nous avons l'habitude de travailler sur ces questions et nous avons des spécialistes, experts de terrain qui ont sorti des livres. Vous avez Moudban, qui est directeur de publication de Dakar Times, qui a sorti 2 livres sur la question des conflits en Afrique de l'Ouest. Homme de terrain. Vous avez le général professeur. Lui a formé les militaires à l'ENOA. C'est un professeur de polémologie, l'art de la guerre. Donc vraiment c'est Oumar Ndongo. Et puis c'est un homme de terrain sur place. C'est lui qui représentait et portait la voix des organisations de la société civile au sommet de la CEDEAO. Malheureusement, c'est le dernier leader qui l'a fait. Et nous avons Toupan. ISS, tout le monde connaît leur expertise. Et puis, vous m'avez, moi. Je vais essayer très rapidement, parce que nous, notre expertise sur ces questions, c'est d'abord le terrain aussi, hein, que nous avons été experts indépendants des Nations Unies au Mali. Ça veut dire le cœur in vivo. Et puis, on va essayer de dégager très rapidement les défis de la souveraineté sécuritaire régionale, la CEDEAO. D'abord, le contexte et les enjeux. D'abord, la CEDEAO, créée en 75, hein, oui, 28 mai 75, c'était d'abord un projet de développement économique, d'intégration économique. Et par la suite, il y a eu effectivement les défis sécuritaires. La première tension dans les défis sécuritaires, c'est en réalité la tension entre souveraineté nationale et intégration régionale. Les priorités sécuritaires sont considérées par les pays de la CEDEAO comme des priorités et des souverainetés d'ordre national, avant d'être d'ordre communautaire. Donc, les moyens, la logistique, les hommes. Et ensuite, nous avons, si vous voulez aussi, des considérations sous-régionales. Ce qui est arrivé récemment à la CEDEAO, ça veut dire la dislocation de la CEDEAO, devenue avec l'AES, ça disperse les forces. Donc la première des tensions à régler, c'est cette tension, le retrait du Mali, du Burkina, donc 3 États stratégiques. Leur absence complique la surveillance des frontières. Que ce soit le Mali, le Burkina et le Niger,
ça ne date pas d'aujourd'hui. Les frontières étaient poreuses. On avait toutes sortes de trafics. Trafic d'armes, trafic d'êtres humains, trafic de cigarettes, trafic de drogue. Et quand l'État est faible, le trafic de drogue se fait des fois en collaboration avec les djihadistes. Ça, c'est un problème de très grande fragilité. Et cette fragilité, ça ne touche pas seulement les pays en conflit. Quand vous regardez également les pays qui ne sont pas affectés comme Dakar, le trafic de drogue, de cocaïne, ça augmente. Donc, ça veut dire que les trafics, l'absence d'État, c'est une vulnérabilité qu'on ne peut même pas mesurer. Et les organisations criminelles comme les djihadistes, leur but c'est d'affaiblir les institutions de l'État. Là, ils sont tranquilles pour pouvoir se mouvoir. La fragmentation et défi opérationnel. Donc, gérer une multiplication de crises. Crise sécuritaire, instabilité politique et économique, ce qui limite la capacité à se concentrer sur l'essentiel. Par exemple, les coups d'État au Mali, ça a coûté beaucoup d'efforts, de médiation, mais avec l'application de ce qu'on appelle, c'est ça, les sanctions. La question des sanctions de la CEDEAO, ça mérite effectivement d'être revue. C'est la sanction contre le Mali qui a provoqué la première cassure entre le Mali et la CEDEAO. Et ensuite, il y a eu la sanction contre, les sanctions contre, c'était seulement envisagé contre le Niger. Et le fait de vouloir attaquer le Niger, ça aussi, ça a abouti carrément à l'éclatement, à la cassure et à la création de l'AES. Problème de la coopération entre les différents États. Autant nous avons une coopération entre les groupes djihadistes qui planifient. Écoutez, nous, notre objectif, c'est d'aller vers les pays côtiers. Et là, les États attendent. Ils n'anticipent pas. Ils ne se mettent pas ensemble. Et ensuite, petit à petit, vous avez vu les groupes côtiers, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo. Chez nous, on est en train de dire qu'ils sont à 30 km. Je pense que ça aussi, c'est un grand problème. La mutualisation des forces. Les suspicions et les divisions politiques entre les États. C'est-à-dire que le fait, et je pense que David Dossé l'a bien fait remarquer hier, le fait qu'on ait cette espèce d'organisation des chefs d'État et de gouvernement qui décident de tout. Il y avait un moment où on avait Chambas. Chambas avait la capacité de résister au chef d'État. Je pense que Chambas a été un des meilleurs présidents de la commission de la CEDEAO. Et où il anticipait sur des crises. C'est vrai que la crise togolaise a été une crise majeure, d'ailleurs qu'il nous faut bien examiner, hein, parce que le Togo, en 2004-2005, c'était pour la première fois, au moment même où il y avait tous les pays qui étaient dans une remontée démocratique, où l'on organisait les élections, où on avait les premières alternances démocratiques. On l'a eu au Mali, on l'a eu au Sénégal, on l'a eu au Bénin. Au Togo, ça a été un problème. Et au Togo, ça a été un problème aussi, il faut bien le dire, parce que Obasanjo, à l'époque, voulait faire un troisième mandat. Et il a soutenu le Togo en 2004-2005. Moi, j'étais bien placé parce que j'étais au cœur de la crise
Et je parlais au président Wade qui m'a dit, Alioune, le jeune là, il est soutenu par les chefs d'État. Soutenu par qui aussi? Et c'est ça qui est important, les problèmes politiques. Par le Niger, du président Tandja. Parce que tout simplement, Eyadema soutenait Tandja quand il était dans l'opposition. Et je pense que Tandja était ambassadeur même au Niger. Et quand on a vu qui supervisait les élections du Togo à l'époque, en 2004-2005, c'était le Niger. On avait tout bouclé. On n'a jamais vu des élections aussi nulles, aussi catastrophiques au Togo. Mais malgré tout, les chefs d'État l'ont soutenu, il a résisté, et le Togo continue à résister à toutes les sanctions internationales, Union européenne, et ça n'est remis. Et il me semble que ce qui fait que le Togo est le seul pays à n'avoir pas connu de changement démocratique par les urnes. Je suis long sur ça parce qu'en réalité, ça va nous retomber en 2015 quand on a voulu, au niveau de la CEDEAO, entériner, adopter le principe des 2 mandats dans la constitution de la CEDEAO. Ça veut dire le protocole additionnel. C'est le Togo qui s'était opposé à l'époque. C'est le Togo seul, hein, et la Gambie, en 2015. Et puis après, il y a eu le Sénégal qui s'est abstenu. Donc, la question également, si vous voulez, les questions politiques sont des questions énormes. Donc, pour nous, nous pensons, hier, on l'a dit, mutualiser les forces. Et il y a eu des propositions très concrètes qui ont été faites par Mimi Touré. Quand on dit la conférence des ambassadeurs et la conférence des ministres, ajouter la conférence des ministres de la Défense. Il me semble que c'était une très bonne proposition qui avait été faite pour que les gens s'entendent. Si vous voyez la leçon que l'AES a tirée, il y a des leçons très positives au sein de l'AES de ce point de vue, sur le plan sécuritaire. Les ministres de la Défense en ce moment même, je pense, de l'AES sont en train de se réunir. Il me semble que voilà un modèle pour dire maintenant, nos ministres de la Défense et les ministres de la Défense de l'AES n'ont qu'à se réunir pour qu'on essaye de voir comment nous allons opérer. Et puis ensuite, mais la question du financement de la force d'attente, c'est une question centrale. Si on dit, mais chaque pays doit donner 50 millions, je prends le cas du Ghana, il donne 5 millions. Et il dit, les 45 millions, c'est pour mes forces. C'est ça la souveraineté nationale. Les autres pays font la même chose. Du temps de l'ECOMOG, qu'est-ce qui faisait la force de l'ECOMOG? La force de l'ECOMOG, c'était le Nigeria, qui avait les moyens logistiques, qui avait les capacités financières. Et c'est à cause du Nigeria qu'on a réussi. Mais depuis 2008-2009, avec les attaques de Boko Haram, ça a beaucoup affaibli les forces armées du Nigeria. Et il n'y a pas seulement des problèmes de moyens, il y a d'autres moyens, des problèmes de corruption. Je pense que les gens de ISS et les autres savent ce que nous sommes en train de dire. Donc, je pense qu'il faut insister, pour la mutualisation des forces, ça veut dire des ressources personnelles, la mutualisation logistique, la mutualisation dans le domaine du renseignement. Je pense que toutes ces questions-là sont des questions, franchement, et la coordination des opérations sur le plan opérationnel. Donc, et puis de deux, Bathily l'a dit hier, on ne peut pas régler ces guerres, qui sont des guerres asymétriques, par les armes seulement. Non. Il faut le dialogue intercommunautaire. C'est extrêmement important. Ça veut dire qu'il faut à la fois des stratégies pour construire la paix, des stratégies pour construire le développement,
et en même temps se battre contre les, comment dirais-je, le fléau, comment dirais-je, du djihadisme. Renforcer les capacités institutionnelles. Si nous n'avons pas de réforme institutionnelle forte, avec, comme on dit, le sommet des chefs d'État et de gouvernement qui ont un rôle politique, mais en renforçant les capacités de la Commission, qui est le gardien de la Constitution, de l'application de la Constitution. Et il me semble effectivement, pour qu'on puisse avoir des institutions qui soient fortes, qui soient crédibles, il ne faut pas que ça soit seulement des institutions de technocrates. C'est extrêmement important. Des institutions de technocrates. Comment impliquer, si vous voulez, dans le fonctionnement de ces institutions, et les jeunes et les femmes? Comment il faut le faire? Faire en sorte effectivement que la question de la sécurité ne soit pas seulement celui des États, mais que la prise en charge de la sécurité soit l'affaire de chaque citoyen de la CEDEAO. Donc une démarche holistique. Donc une approche holistique de la sécurité. Et ça, on l'avait commencé. Hein. Moi, je me rappelle, quand les états-majors de la CEDEAO se rencontraient, mais ils invitaient la société civile à Accra. On avait tous les généraux qui étaient là, les gens de la société civile qui sont là, et les discussions étaient très ouvertes. Et les officiers écoutaient. J'ai l'impression que ça, on ne le fait plus, hein, de mon point de vue. Et il me semble que si on peut avoir une approche de la sécurité, ce n'est pas une approche compartimentée de spécialistes, mais c'est une approche holistique. Une approche holistique, ça veut dire la sécurité, la paix et le développement. Quand je le dis, c'est parce qu'effectivement, nous avons fait l'expérience sur place au Mali. Les partenaires internationaux, c'est extrêmement important. Si, c'est ça qu'on appelle effectivement comment élaborer sa propre géopolitique et sa propre géostratégie. Si nous ne faisons pas attention, en réalité, nous allons rester, c'est quelqu'un qui le disait hier, c'est vrai que quand on regarde bien, là où on nous a assigné des frontières, conférence de Berlin, et le modèle d'État westphalien que nous avons hérité, nous n'arrivons pas à en sortir. Nous n'arrivons pas à en sortir. Et quand on regarde, les colons nous ont dit, bon voilà, ça c'est votre pays. Ce n'était pas comme ça. Comme disait Bathily, il y a 6000 ans, il y avait la circulation des biens, la circulation des personnes, des métissages. Et il me semble, en réalité, on n'arrive pas à reproduire ce qu'on a été il y a longtemps. Mais on est toujours, si vous voulez, dans des cases où on nous a enfermés. Et il faut nous en sortir. Donc, les partenariats internationaux, parce que les partenaires, ils ont des intérêts d'État. Ils ont des intérêts stratégiques. Ils ont des intérêts géopolitiques. Et ils compétissent au sein de la CEDEAO. Je donne l'exemple du Mali. Qu'est-ce qui a fait la fragilité à la fois et de l'Europe? Voilà, je vais aller plus vite. Hein. La fragilité, c'est le fait que les Européens n'acceptaient pas de donner des armes. Les Russes ont accepté. Et il y a eu une guerre, une véritable guerre informationnelle entre la Russie et la France, et ça a abouti. Voilà. Le sentiment anti-français, ce n'est pas nous seulement qui l'avons cultivé, hein. D'autres nous aident, nous y aident. Maintenant, comment
nous-mêmes élaborer une stratégie pour un partenariat sécuritaire multiple qui va dans le sens des intérêts des États et des intérêts des peuples de l'Afrique de l'Ouest. Si nous, on n'élabore pas et d'autres les élaborent, ils vont nous diviser. Et en fait, enfin, définir les priorités sécuritaires, revoir les stratégies, mieux répondre à la nature transnationale des menaces et soutenir les pays touchés par la crise, y compris par des approches militaires. Ce qu'on n'a pas compris pour le Burkina, le Mali et le Niger au départ, surtout la CEDEAO, c'est que c'était des pays qui étaient confrontés à des crises sécuritaires qui ont fait des métastases, ça veut dire en matière politique, en matière économique. Alors, quand vous voulez soigner un mal, mais écoutez, je pense qu'il faut y aller, il ne faut pas envenimer ou aggraver le mal. Je pense que les sanctions ont aggravé le mal. J'ai vécu les sanctions au Mali et que ce soit les populations, que ce soit les autres, ça a été extrêmement dur. Je ne parle même pas du Niger. En conclusion, le défi de la souveraineté sécuritaire régionale dans la CEDEAO met en lumière les limites structurelles et politiques de l'organisation face à des crises sécuritaires complexes. Pour relever ces défis, il est essentiel de rétablir la confiance, c'est important, de renforcer la coopération et d'adopter une approche multidimensionnelle de la sécurité afin de préserver la stabilité régionale et de garantir un avenir plus sûr pour l'Afrique de l'Ouest. Je vous remercie. Merci, cher doyen Alioune. Alors, le tableau a été dressé. Ce qui se ressort beaucoup de tout ça, c'est certes de faire l'état des lieux, faire le bilan. Comme le doyen l'a dit, de construire, moi j'irais même au-delà, de co-construire, parce que c'est ce problème qu'on a aujourd'hui avec la CEDEAO et l'AES. On est obligé de co-construire quelque chose pour les Sahéliens. Donc dialogue, concertation, s'attaquer aux causes profondes, faire le bilan, assumer aussi, on ne va pas dire des échecs de la CEDEAO, mais des points à améliorer. Si aujourd'hui on parle de CEDEAO des peuples, comme à un certain temps on avait quand même parlé en parlant de la CEDEAO, notamment la société civile, hein, on a beaucoup dit que la CEDEAO c'est le syndicat des États. Mais si on fait le point aujourd'hui aussi, l'Alliance des États pour le Sahel, est-ce qu'on ne parlait pas aussi de syndicat des militaires? Est-ce qu'on ne va pas se retrouver encore dans 50 ans et de dire non mais finalement il fallait faire l'AES des peuples? Parce que c'est ça le problème aussi. Vous avez bien dit qu'il faut parler, ça doit partir de la base aussi. Ce mécanisme aussi a montré ses limites de prendre que en compte ce qui est au sommet. Les communautés, les OSC, tout le monde doit être impliqué dans ce processus. Et là, l'AES est en train, les États, l'Alliance des États du Sahel est en train de reproduire la même chose que la société civile reprochait à la CEDEAO, d'être qu'au sommet et d'être qu'un syndicat des militaires, mettons les mots. Toujours pour compléter ce que le doyen a dit et pour pouvoir continuer dans l'idée de ce bilan qui est certes sombre, on parle de peuple, on parle de population, de Sahéliens, de personnes de l'espace CEDEAO. Il faut savoir que les civils ont payé un lourd tribut. L'année 2024 a été marquée par la recrudescence de la violence et de nombreux décès, notamment de civils. C'est ça qui doit être notre priorité. Selon les derniers indices mondiaux du terrorisme, la région du Sahel reste l'épicentre du terrorisme dans le monde en 2024 pour la deuxième année consécutive. Selon ce rapport, ces chiffres qui sont assez glaçants, mais il faut les dire,
Sur 7 555 morts, 3 885 décès ont été enregistrés au Sahel, soit 51%. Donc je trouve que sur cette crise sahélienne, sur cette question de l'AES, CEDEAO, on ne met pas assez les projecteurs par rapport à d'autres crises. Et ça, il y va de notre responsabilité de créer des espaces pour en parler, pour faire le bilan. Donc sans tarder, je vais passer la parole aux collègues, aux experts. C'est vrai que sur le temps, je ne voulais pas couper le doyen. Pour les autres, je vais être vraiment... vous avez 10 minutes pour faire le bilan, nous présenter la situation, au moins savoir d'où on vient, et puis après peut-être que la salle nous dira où il souhaite qu'on aille. Donc je vais passer la parole au professeur Omar Gon pour nous faire sa présentation. Merci. Merci. Alors, je crois que nous devons comprendre que d'abord la CEDEAO a été créée pour répondre à des besoins. Et les premiers besoins qui ont donné lieu à la création de cette institution, c'était les besoins de coopération économique. En 1975, on crée une institution pour permettre aux États d'échanger dans le cadre, en tout cas, de cette coopération-là. Mais très vite, on a senti la nécessité de voir l'aspect sécuritaire. Il y a eu des conflits. Il n'y en a pas beaucoup parce qu'à l'époque, on pensait que les conflits, c'était les conflits entre les États. On venait des indépendances. Peut-être le seul conflit majeur qu'il y a eu, d'ailleurs, c'est ce qu'on appelait la guerre des pauvres. C'était entre le Mali et la Haute-Volta, autour des questions de village. L'un pensait que c'était dans son territoire, l'autre pensait aussi que c'était dans son territoire. 82, 85, mais à l'époque aussi, on voyait la guerre, les guerres d'indépendance aussi étaient là. La Guinée-Bissau sortait aussi de cette guerre-là. Mais la guerre la plus importante, la crise la plus importante qui a amené les gens à réfléchir sur la sécurité, c'est vraiment la crise du Libéria. En 89, il fallait trouver une réponse. Et la CEDEAO a trouvé cette réponse-là avec l'envoi de l'ECOMOG, qui a pu gérer la crise tant bien que mal. Bon, on pense que c'était une expérience payante, même si il y a eu beaucoup de ratés dans l'intervention de l'ECOMOG. En 1993, le traité a été révisé. Et le traité révisé introduisait deux notions qui étaient extrêmement importantes. D'abord, le nexus, le lien qu'il y a entre le développement et la sécurité. Qu'il n'était pas possible de se développer dans un contexte d'insécurité. Donc, le traité révisé mettait le doigt sur ça et mettait le doigt sur un autre aspect tout aussi important, c'est la sécurité, ce n'était pas l'affaire tout simplement de l'armée, mais c'était une affaire qui demandait l'implication de plusieurs entités. Donc, une affaire multi-acteurs. Cette dimension-là est bien ressortie dans le traité révisé de la CEDEAO en 1993. Ensuite, on peut voir
en 1999, tout l'appareil de la CEDEAO pour répondre à des crises a été posé en mettant en place le mécanisme et en divisant l'espace CEDEAO en zones. En 2001, on a pensé que ce maillage qui avait été fait ne maîtrisait pas toute la conflictualité de la région. On est allé vers les élections, on a vu aussi que les processus électoraux, c'était des processus qui étaient porteurs aussi de violence et il fallait légiférer et il y a eu ce qu'on a appelé le protocole additionnel, appelé aussi le protocole de Dakar, 2001, signé à Dakar, qui maintenant parlait des problèmes de démocratie et de bonne gouvernance. La place de l'armée dans une république, les femmes, les enfants, etc., tous ces éléments et même les valeurs, parce que ce document-là, il est également extrêmement important. Et aujourd'hui, le régime des sanctions, vous le trouvez aussi dans ce document-là. Et même la possibilité d'un État de se retirer, vous l'avez aussi dans ce document-là. Si un État trouve qu'il ne trouve pas son bonheur dans cette organisation, il a aussi la possibilité de se retirer. Alors, c'est vrai que hier, Madame ancienne Premier ministre a parlé de trouver quelque chose pour les chefs des ministères de défense. Mais au fond, tout cela existe déjà dans l'arsenal de la CEDEAO. La CEDEAO réunit régulièrement les chefs de police et les responsables des armées. En 1999, quand vous avez cette articulation permet aussi de voir tout ce qu'il est possible de mettre en œuvre pour adresser les conflits. Et je crois que c'est important de voir, il y a un département qui travaille exclusivement sur les questions de conflit. Et le système EcoWarn a été mis en place pour permettre, en tout cas, au niveau des États, de voir à peu près les germes de conflit et de les traiter, et ensuite maintenant de pouvoir réagir, etc. Donc tout cela, tous ces mécanismes-là existent déjà au niveau de la CEDEAO. Mais l'un des défis de la CEDEAO, c'est aussi ce qu'on appelle la sécurité collective. Il est entendu que quand quelque chose se passe quelque part sur le territoire de l'espace CEDEAO, ça se passe aussi dans un État. Alors si la CEDEAO a la responsabilité d'adresser aussi des conflits, la CEDEAO doit avoir aussi la possibilité d'intervenir au niveau des États. C'est à ce niveau-là qu'il y a quelques problèmes et je crois que c'est important de voir exactement comment. Parce que la réalité des faits, quand il y a le problème en Casamance, le Sénégal dit c'est mon conflit. Ce n'est pas le conflit de la CEDEAO. Quand un conflit se passe au Nigeria, la CEDEAO n'intervient pas ou intervient avec beaucoup de difficultés. Parce que chaque État pense que, bon, il y a une sorte d'orgueil à reconnaître les faiblesses de l'État à travers la gestion d'un conflit. C'est un problème. Alors que la nature des conflits, les conflits sont dynamiques.
Vous pouvez avoir un épicentre, mais du fait des populations qui sont très très liées, le conflit se déplace. Il prend une dimension sous-régionale très très vite. Et c'est important de tenir compte de l'effet de propagation, l'effet de contagion qu'il y a d'une région, vous allez vers une autre région, et finalement, le conflit, il est amplifié et il n'est pas du tout maîtrisé par la CEDEAO. Mais si la CEDEAO avait la possibilité d'aller dans le conflit, peut-être que la CEDEAO aurait pu, avec une responsabilité de la sécurité collective, je crois qu'on aurait pu en tout cas trouver des solutions, des meilleures solutions. Mais le document le plus important, quand on parle vraiment des conflits au niveau de l'espace CEDEAO, c'est ce document-là qui avait été adopté en 2008 à Ouagadougou, le cadre de prévention des conflits. Le cadre de prévention des conflits fait le point sur tous ces conflits-là. Voilà d'ailleurs, Excellence montre le cadre de prévention des conflits, et ce cadre-là montre d'ailleurs que c'est l'implication de plusieurs acteurs. Ça donne dans chaque domaine, il y a, parce que le choix maintenant de la CEDEAO, c'est ce qu'on a appelé la sécurité humaine. Ce n'est pas la sécurité des États, mais c'est la sécurité des individus. Et la sécurité des individus, c'est la sécurité de l'environnement, la sécurité économique, la sécurité politique. Et tout cela débouche sur une insécurité qu'il faudra juguler. Donc, ce document-là aussi montre qu'il y a des facteurs structurels tels que la pauvreté, tels que les inégalités, et les acteurs structurels, c'est des acteurs qui, les facteurs structurels, c'est des facteurs qui se mettent en place dans la durée et qui font le lit des conflits. Quand maintenant vous avez ce qu'on appelle les accélérateurs de conflits, automatiquement le terrain est déjà préparé pour que le conflit puisse prendre forme. Et dans la région, vous avez le réchauffement climatique. Il est important de voir son impact dans surtout ce que les autres vont développer, l'extrémisme violent, etc. Tout cela avec le déplacement des populations vers des zones et cette pression-là dans un espace étriqué, le type de conflit que ça crée. Bon, j'ai certainement des choses à dire, mais je crois que dans le cadre du partage aussi d'expérience, je vais aussi laisser la place à nos amis pour qu'ils viennent aussi présenter. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur, et puis aussi d'avoir fait cette transition pour les experts suivants. Monsieur Mout Ban, directeur de publication Dakar Times, à vous. Merci. Merci tout le monde. Je tenais d'abord à remercier notre modératrice, mais également professeur Salif Ndongo qui était mon encadreur au Centre d'études diplomatiques et stratégiques de Dakar. Et M. Tine, vous l'avez bien dit, M. Tine, c'est notre éclaireur. C'est lui qui a balisé le chemin. Donc, également, cette rencontre m'offre l'occasion de découvrir, de mettre un visage sur le Nord Toupane. Nous avons l'habitude d'exploiter les rapports de l'ISSS. Donc, j'en profite pour lui adresser mes remerciements et mes encouragements. Donc, pour revenir sur le thème du panel 3, je pense que le sujet est libellé comme suit, les défis de la souveraineté sécuritaire régionale,
mutualisation et coordination des moyens dans la lutte contre l'extrémisme violent et la criminalité transfrontalière. Je vais axer mon intervention surtout sur la mutualisation et la coordination des moyens de lutte, car ce sujet interpelle l'ensemble des décideurs d'Afrique et il met en lumière l'urgence de repenser les approches sécuritaires dans un contexte où l'extrémisme violent et la criminalité frontalière, les cybermenaces également, il ne faut pas qu'on les oublie, et l'usage malveillant de l'intelligence artificielle menacent la stabilité de la région. Concernant la mutualisation des moyens dans la lutte dans l'espace CEDEAO, il est primordial de faire un bref état des lieux sur quelques initiatives prises par les États pour faire face à ces menaces au niveau surtout de l'Union africaine, le Sahel et de la CEDEAO en particulier. Au niveau de l'UA, des initiatives me viennent à l'esprit. Il s'agit de la Convention sur la prévention et la lutte contre le terrorisme de décembre 2022 et du protocole sur la prévention et la lutte contre le terrorisme adopté en juillet 2004. Il en existe plusieurs autres élargies à la criminalité, au trafic illicite, à la lutte contre les explosifs et au piratage. La CEDEAO souffre de ces fléaux depuis plusieurs années. Nous en parlons aujourd'hui dans le sens d'apporter notre contribution pour des solutions mutualisées et durables. Si véritablement ces problématiques sont posées aujourd'hui en 2025, c'est parce que les objectifs fixés précédemment dans le passé n'ont pas été atteints. Sans remonter plus loin dans le passé, nous rappelons juste quelques événements qui nous permettent de mieux comprendre les enjeux présents. Le 20 avril 2010, était entré en vigueur le plan Tamanrasset entre l'Algérie, le Mali, le Niger et la Mauritanie. Il avait comme mission de combattre le terrorisme dans la région du Sahara et les régions frontalières au territoire de la CEDEAO. Nous avons connu le comité d'état-major conjoint CEMAC en avril 2010, le processus de Nouakchott en mars 2013, le G5 Sahel en février 2014 et le Forum de Dakar pour la paix et la sécurité dont la première édition s'était tenue en 2013. Ces plans stratégiques ont été renforcés par des initiatives des puissances étrangères comme le plan Serval, l'opération Serval de janvier 2013, Barkhane de juillet 2014, Takuba en 2020, l'Alliance Sahel en 2017, la Coalition pour le Sahel en 2020, etc., sans oublier ces exercices militaires d'Africom, de Flinglot, l'exercice African Lions et l'exercice maritime Omega Express de 2025. Malgré leur pertinence, ces exercices interétatiques souffrent de l'absence manifeste d'une mutualisation sincère des moyens des États partis initiateurs. Les initiatives ne manquent pas pour renforcer la sécurité dans l'espace de CEDEAO. Toutefois, ce foisonnement sauvage de plans stratégiques, souvent inspirés ou financés par des puissances étrangères, provoque un manque de lisibilité et d'efficacité dans leur mise en œuvre. La CEDEAO est tenue d'aller vers une approche intégrée pour mieux coordonner les mécanismes de lutte. Une nouvelle coopération s'impose alors avec acuité pour bâtir une confiance mutuelle entre les pays dont certains ont des frontières communes. L'histoire et la géographie imposent à ces États cette coopération innovante. L'autre argument de taille, c'est que ces groupes criminels ignorent les frontières et exploitent les failles des États. En 2005, la CEDEAO avait pris la décision de mettre en place une force régionale. Il faut rappeler que cette initiative devrait s'appuyer sur le prolongement et le renforcement du plan d'action 2020-2024. Toutefois, la problématique du financement de cette force régionale s'était posée. Lors de la 42e réunion du comité des chefs d'état-major général de la CEDEAO, tenue du 7 au 9 août 2024 au Nigeria, présidée par le général Christophe Moussa, chef d'état-major général des armées au Nigeria, la coopération régionale pour contrer l'extrémisme violent et la criminalité a été mise en avant comme priorité absolue. Cette réunion était organisée dans un contexte de recrudescence des activités des groupes armés. Il est utile de nous rappeler la mobilisation internationale contre la menace sécuritaire de la COVID-19
pour dire qu'aucun État ne peut lutter seul contre le virus de l'extrémisme violent et de la criminalité transfrontalière. Une réponse nationale ne pourrait éradiquer ces menaces transnationales. Il faut alors bâtir une stratégie communautaire mutuellement bénéfique, durable et sincère. D'ailleurs, le 30 novembre 2023, lors d'une réunion des chefs de la diplomatie de l'AES, le ministre Abdoulaye Diop du Mali, encourageant la coopération, disait, je cite, « La prévention et la gestion des conflits sécuritaires exigent une coordination sans faille et une collaboration étroite. » N'a-t-il pas raison lorsqu'on sait que cette coordination ne pourrait être assurée avec succès sans une mutualisation des politiques publiques de sécurité? Lors du 4e séminaire régional sur le rôle des forces de défense et de sécurité dans la prévention de l'extrémisme violent en Afrique tenu les 23, 24 et 25 mai 2022, il a été remarqué un foisonnement d'initiatives qui participent au manque de coordination. Et en 2024, l'AES, le Togo, le Tchad avaient effectué des exercices militaires baptisés Tahanakal. Ensuite, le Tchad, le Cameroun, le Niger, le Bénin, le Nigeria avaient décidé de renforcer les mécanismes de lutte par une force mutuelle mixte, FMM. Cependant, les dirigeants doivent comprendre que la coordination des stratégies doit s'effectuer dans un cadre régional. Par exemple, entre les États membres de la CEDEAO d'abord, ensuite la CEDEAO et les voisins, et enfin entre la CEDEAO et les partenaires étrangers pour une nouvelle coopération. La situation des déliquescences actuelles confirme qu'aucune stratégie nationale de lutte n'est infaillible. Il faut alors lancer des plans globaux inclusifs. Par conséquent, il est évident que l'AES et la CEDEAO s'affaiblissent mutuellement en essayant d'évoluer séparément face à des acteurs violents qui ne font pas de distinction entre AES et CEDEAO. Ces barrages artificiels que ces dirigeants dressent entre elles s'effacent face à la détermination des groupes armés. Il n'existe pas de terroristes de l'AES et des djihadistes exclusivement de la CEDEAO. Les terroristes, à l'instar du virus de la COVID-19, ignorent les nationalités, les territoires ainsi que les frontières. Toute stratégie qui met à l'écart un pays membre, un pays touché par le terrorisme ou menacé est vouée à l'échec. Le 17 avril 2025 a été annoncée la mise en place de la force unifiée de l'AES. Les chefs d'état-major général des armées de cette fédération ont tenu une réunion à Ouagadougou pour définir les modalités opérationnelles de la future force conjointe. Or, cette force unifiée de l'AES ne pourra satisfaire les attentes que lorsqu'elle est adossée sur une pertinente approche communautaire bien coordonnée impliquant ses voisins de la CEDEAO. En Afrique, les frontières sont tracées avec lesquelles par les Occidentaux sont devenus l'épicentre des menaces terroristes et de la criminalité transfrontalière. L'adhésion des populations frontalières aux groupes terroristes est une réalité bien évidente. Ces populations frontalières souffrent souvent de l'absence des services de l'État, d'où l'attirance des groupes criminels qui se substituent à la puissance publique. Plus de 60 ans du moins après l'indépendance, les États n'arrivent pas à mettre en place une véritable politique de gestion concertée des frontières. L'AES ne peut pas combattre seule l'insécurité sans le concours de ses voisins de la CEDEAO, avec lesquels elle partage des frontières devenues des zones de repli des agresseurs. Les forces de défense ne doivent pas abandonner les frontières aux groupes violents qui se repositionnent au niveau de ces frontières triangulaires de l'Afrique de l'Ouest. Et j'ai fait une petite simulation pour évaluer la longueur des frontières et j'ai remarqué que les pays qui ont les plus grandes frontières avec les pays de l'AES ne font pas partie de cette organisation, notamment les frontières entre la Mauritanie et le Mali, c'est 2237 km. Les frontières entre le Nigeria et le Niger, c'est 1500 km. Les frontières entre l'Algérie et le Mali, c'est 1400 km. Et ces pays ne font pas partie de l'organisation AES, d'où la nécessité également d'essayer de trouver des solutions pour approcher ces positions. La gestion des frontières au sein de la CEDEAO est un défi majeur à cause des populations exposées à la menace et souvent obligées à coopérer avec les groupes. L'étude Frontières conflits en Afrique de l'Ouest et du Nord, publiée par l'OCDE en 2022, faisait les remarques suivantes.
une coagulation de la violence au niveau des frontières en Afrique de l'Ouest. Les événements violents et les décès sont les plus fréquents dans les zones frontalières. 10% des événements violents et des décès sont survenus dans des espaces situés à 10 km d'une frontière. 23% des événements violents ont eu lieu à moins de 20 km d'une frontière en 2021, contre 10% en 2011. Les violences atteignent le maximum à moins de 10 km d'une frontière, puis diminuent à mesure que la distance par rapport à une ligne frontière s'accroît. La CEDEAO doit alors prendre des mesures urgentes pour renforcer la surveillance des territoires, surtout au niveau des camps des réfugiés, des forêts classées, des parcs, des immenses déserts et des chaînes de montagnes. C'est les quelques mots que j'avais préparés pour cette rencontre-là. Je pense avoir un peu débordé. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation et je vous rassure, vous avez été dans les temps. Alors, par contre, on me fait signe qu'on est un peu pris par le temps. Alors, pour Monsieur Maurice Topan, chercheur à l'ISS, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Doyen, d'avoir invité ISS et surtout de m'avoir associé à ce panel d'experts reconnus dans le domaine. Alors, comme on est pris par le temps, je vais très rapidement revenir sur certaines tendances qu'on a constatées dans la région et qui renseignent sur la nécessité de mutualiser les efforts dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée. On a constaté depuis 2009 dans la région une augmentation du trafic, notamment de la cocaïne, qui a coïncidé avec une augmentation de la production en Amérique latine. L'Afrique de l'Ouest a été particulièrement ciblée à cause de l'instabilité et de l'insécurité qui déstructure un peu l'appareil d'État et la capacité de nos États à faire face à ces trafics. Le ciblage a coïncidé aussi avec un certain dynamisme en termes d'activité portuaire en Afrique de l'Ouest, notamment à Abidjan, Dakar. Mais nos États, à l'époque, n'avaient pas mis en place les mécanismes nécessaires pour non seulement contrôler les conteneurs et lutter plus efficacement contre le trafic de cocaïne. Et donc, c'est la première tendance que je voulais mettre en exergue. Et la deuxième porte sur la mise en place d'un système de gouvernance criminelle par les groupes extrémistes violents. Le doyen l'a dit tout à l'heure, le lien entre extrémisme violent et activité illicite est établi maintenant. À l'époque, on en doutait, mais le ciblage en particulier des parcs nationaux qu'on a constaté ces dernières années par les groupes extrémistes violents entre dans une stratégie non seulement de camouflage, mais aussi de financement. Parce que qu'est-ce qu'ils font quand ils arrivent dans ces parcs nationaux où certaines activités génératrices de revenus sont soit réglementées ou interdites par les autorités. Quand ils viennent, après avoir chassé les forces de défense et de sécurité, autorisent les populations à mener ce type d'activité. Et cela leur permet de non seulement lever des fonds, mais aussi d'avoir le soutien de ces populations dans le cadre de leur stratégie d'expansion dans la région. Le contexte ouest-africain est aussi marqué, et le doyen l'a souligné, par une fragmentation avec le départ des pays de l'AES, mais surtout avec la difficulté de la CEDEAO à faire face à cette crise. On a noté une multiplication des initiatives de médiation. Après celle du Sénégal et du Togo, on voit aussi le Ghana qui se positionne pour essayer de jouer un rôle dans ce processus de médiation. Et toutes ces initiatives sont sous-tendues par ce qu'on peut qualifier de guerre des ports. Que ce soit le Sénégal pour le port de Dakar, Abidjan pour la Côte d'Ivoire pour le port de Abidjan et le Ghana pour le port de Accra.
tous ces États se positionnent par rapport aux pays de l'AES pour capter les dividendes en fait du trafic commercial, parce que c'est des pays qui sont de l'hinterland qui n'ont pas accès aux côtes. Et on sait que actuellement en Afrique de l'Ouest, il y a une compétition des ports, et cette compétition mine un peu les efforts de médiation entre la CEDEAO et les pays de l'AES. Le troisième aspect que je voulais mettre de l'avant aussi, c'est la méfiance entre certains États qui minent la lutte contre le terrorisme. Tout récemment, le président Tchani a accusé le Bénin d'abriter des forces, disons, occultes pour déstabiliser le Niger. Le Burkina Faso le fait aussi face à la Côte d'Ivoire, et le Mali aussi face à la Côte d'Ivoire. Donc il y a cette méfiance dans la région qui mine un peu les efforts de lutte contre le terrorisme et qui empêche les États de mutualiser les efforts. Et ce qui pousse certains analystes à prédire la chute des capitales de l'AES. Même s'il faut relativiser cette analyse, ISS a d'ailleurs publié hier un article pour relativiser un peu ce scénario du chaos qui prédit la chute des capitales des États de l'AES, comme Damas a chuté. Sauf que le contexte est différent, et l'un des éléments déterminants de la chute de Damas, c'est le soutien externe. Parce qu'il y avait des États qui voulaient clairement la chute du régime de Bachar al-Assad, qui ont soutenu le groupe qui est actuellement au pouvoir. On ose espérer qu'au Sahel et en Afrique de l'Ouest, il n'y a pas d'États, d'acteurs internes ou externes qui souhaitent la chute des régimes militaires en place et qui s'activent pour que ce scénario se concrétise. Et donc, afin d'éviter ce scénario du pire, et d'où l'importance de ce panel sur la mutualisation des efforts, les États de la CEDEAO doivent se parler. Et quand on parle de mutualisation des efforts, on parle concrètement de quoi? Malheureusement, le général n'est pas là, il aurait pu nous apporter quelques éléments de réponse, mais l'exemple que je peux citer en termes de mutualisation des efforts concrets, c'est lorsque les forces françaises intervenaient au Mali en 2013, ils avaient bénéficié de l'appui logistique de certains pays de l'OTAN. Les États-Unis, le Canada et je pense la Norvège ou le Danemark. Alors que les troupes de la CEDEAO qui étaient supposées intervenir au Mali avaient des problèmes logistiques et ne pouvaient pas le faire. Et dans le contexte actuel, on voit aussi des initiatives face à la crise du multilatéralisme ouest-africain, comme vous l'avez souligné. On voit des initiatives de certains États. Par exemple, le Sénégal et le Mali, on a vu que le ministre des Forces armées a effectué beaucoup de voyages au Mali pour renouer la coopération militaire avec ce pays. On a vu aussi des patrouilles que le Sénégal mène avec la Mauritanie à la frontière Est. Je pense que c'est une bonne chose qui permet de renforcer la surveillance des frontières, mais aussi de prévenir l'infiltration des groupes extrémistes violents au Sénégal. Mais je pense que ça doit s'inscrire dans un cadre beaucoup plus large, régional, pour être efficace. Parce que de l'autre côté de la frontière, entre le Mali et la Côte d'Ivoire, il n'y a pas ce type de collaboration. Et donc, je pense que l'un des défis majeurs doyens pour la CEDEAO, c'est justement de trouver un moyen de mettre en place un mécanisme de coopération militaire entre les États de l'AES et les autres États de la CEDEAO. Et vous l'avez dit tout à l'heure, la mutualisation des efforts, l'ECOMOG est un exemple. L'ECOMOG est un exemple pour la CEDEAO. Tout récemment, la CEDEAO aussi a lancé des missions en Gambie et en Guinée-Bissau, ce qui est aussi un exemple de mutualisation des efforts. Et je pense que la CEDEAO s'apprête à projeter une autre mission en Sierra Leone. Mais je pense avant de le faire, il faudrait tirer les leçons des missions en Gambie et en Guinée-Bissau. Parce que c'est
Ces deux missions avaient pour objectif principal de contribuer à la stabilisation de ces deux pays par la réforme du secteur de la sécurité et les réformes institutionnelles. Jusqu'à présent, aucune de ces réformes n'a été mise en œuvre et ces forces sont de plus en plus perçues par les populations comme des forces protectrices des régimes en place qui sont dans une logique de conservation du pouvoir coûte que coûte. Alors, je suis à 8 minutes, il me reste 2 minutes, je pense, pour tirer ma conclusion. Alors, hier, on disait que, en fait, les 50 ans, il faudrait que la CEDEAO survive 50 ans de plus. Et pour ce faire, il faudrait, pour moi, non seulement tirer les leçons, mais aller vers des réformes profondes sur l'architecture institutionnelle régionale, mais aussi sur le processus de démocratisation dans la région. Sinon, les mêmes problèmes risquent de contribuer à l'affaiblissement de la CEDEAO actuellement, qui n'est pas capable non seulement de projeter des forces pour lutter contre le terrorisme, mais aussi veiller à l'application des normes communautaires en termes, dans le cadre du processus de démocratisation de la région. Alors, je vous remercie. Merci à nos experts pour ces excellentes présentations. Beaucoup de choses ont été dites sur ce qui se passe, l'état des lieux, s'attaquer aux causes profondes, la limite du tout militaire, la vision des chercheurs et tout. C'est vrai, on est pris par le temps, mais je vais essayer juste une question, vraiment, la chance d'avoir ces experts. Il y a un sujet qui est là, qui est un peu la patate chaude, que tout le monde refile à l'autre, qu'on refuse. Mais c'est difficile de parler de l'extrémisme violent aujourd'hui sans parler de la question de la justice, de lutter contre l'impunité. Et ça, la CEDEAO a sa part de responsabilité. Ça a été très mal géré. Il y a des crimes graves qui ont été commis au nom de cette lutte contre le terrorisme. Ogosagou, c'était avant l'arrivée des militaires. Yirgou au Burkina Faso, et comme je l'ai dit, Ogosagou au Mali, et plein d'autres crimes. On ne peut pas lancer une lutte contre le terrorisme au Sahel et fermer les yeux sur des crimes graves qui sont faits sur des civils. Et ne pas trouver des solutions sur la question de l'impunité, c'est faire gagner l'autre camp. Quand on dit changer ou périr, c'est ce changement en fait aussi qui n'a pas été fait. Il y a une part de responsabilité. Ce n'est pas pour donner raison aujourd'hui aux militaires ou aux groupes armés terroristes que même eux aujourd'hui il faudrait revoir leur définition. Qui sont ces gens? Ce n'est pas forcément des étrangers. C'est des gens qui ont vécu l'impunité, qui ont vu leur village ou leurs voisins qui venaient s'en prendre à l'autre voisin. La CEDEAO n'a rien dit aussi face à ça. On a augmenté, je sais que c'est un sujet qui tient à cœur aux doyens, à moi-même, et vous l'avez dit hier d'ailleurs, doyen, la dignité humaine, l'avenir. C'est là le vrai problème aujourd'hui au Sahel central et la contagion. On a franchi une ligne rouge qu'il est difficile aujourd'hui de revenir sans remettre le nécessaire sur la question de la justice, la question de l'impunité. Tant qu'on laissera cette situation s'installer, j'aime pas le mot périr, mais on est en train de faire gagner les autres, sans vouloir faire aussi l'apologie ni la propagande de ces personnes, parce qu'il n'y a plus de médias aujourd'hui au Sahel central. La personne qui ose dénoncer est envoyée au front. Donc on s'appuie sur quoi? On s'appuie sur des images que les groupes armés terroristes envoient. C'est certes de la propagande, mais le message qu'eux, ils nous envoient aujourd'hui, c'est qu'ils protègent les civils, ils commencent à changer leur narratif, ils sont en train de charmer les Sahéliens, et pendant ce temps, nos États ne font rien. Et la CEDEAO aussi. Donc moi, j'aimerais bien un petit tour de table sur ça. Je sais que, doyen, c'est un sujet qui vous tient à cœur. Qu'est-ce qu'on fait s'il n'y a pas de justice? Merci. Une sérieuse question.
je pense que le travail qu'on m'avait demandé de faire aux Nations Unies en tant qu'expert indépendant, j'ai été confronté directement à ce sujet. Il y a des crimes de guerre. Il y a même, les gens même avancent les mots génocide. Maintenant, la difficulté, il ne faut pas aussi se la cacher. D'abord, l'État est faible. Les institutions absentes. Et je parle surtout des institutions judiciaires. Vous prenez le responsable qui est chargé de la lutte contre le terrorisme, le procureur. Il vous dit, écoutez, moi, même pour me déplacer, à l'époque c'était la MINUSMA. La MINUSMA vous amène à la frontière et vous dites, écoutez, nous n'avons pas le droit de faire la guerre, on ne peut pas aller à l'intérieur. C'est que vous avez des difficultés structurelles, réelles, liées à l'effondrement des institutions judiciaires. Avec l'effondrement des institutions judiciaires dans ces pays, et c'est ça, il faut en prendre conscience, il n'y a qu'une institution qui fonctionne, c'est l'armée, qui est debout, et qui a tous les pouvoirs, et qui aujourd'hui se passe même d'élections ou de quoi que ce soit. On se réunit au Mali, on dit, bon voilà, vous avez 2 fois 5 ans, sans élection ni rien. Ça aussi, c'est la fragilité de l'AOS. Il faut le dire. De toutes les décisions qui ont été prises, sont des décisions prises par les militaires. Il n'y a pas d'Assemblée nationale, il n'y a rien. C'est-à-dire que c'est une véritable dictature décomplexée, mais soutenue par des puissances internationales. Ça aussi, c'est extrêmement important. De venir soutenu par des puissances internationales. Donc, le grand problème que nous avons, c'est après le rôle de la société civile. Le rôle de la société civile ouest-africaine. Comment la société civile ouest-africaine peut pallier à ce qui se passe comme crime, comme violation de droits humains, violation des libertés dans les pays de l'Afrique de l'Ouest. Je dis que nous, on est sans frontières à l'AOS. Parce que s'il n'y a personne qui parle, il n'y a plus de trucs, il n'y a pas de société civile qui parle, ça pose des problèmes. Les Togolais, chaque fois, ils nous sollicitent, mais ils se retrouvent tout seuls. Si les Togolais sont seuls, les Burkinabés sont seuls, les Ivoiriens, qui sont dans une situation extrêmement difficile, seuls, parce que maintenant, il y a le mot d'ordre « trop, c'est trop hein, », qui a été avancé, on ne sait pas ce que ça va donner. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour la suite par rapport à toutes ces questions, par rapport à la question de l'impunité? Parce qu'en réalité, l'impunité, ça favorise vraiment la spirale de la violence. Ça n'arrête pas. Donc, il me semble que next, ça veut dire quel plan d'action sur ces questions qui sont des questions stratégiques peut-on faire à partir d'ici? Sur le rôle des États, sur le rôle de la jeunesse, sur le rôle des médias, sur le rôle, etc., des femmes. C'est extrêmement important pour qu'on soit ensemble. Ça veut dire que si on a des institutions et des États qui ne sont pas unis, qui ne sont pas forts, il faut qu'on ait une opinion et une société civile assez forte pour pouvoir vraiment mettre la pression qu'il faut pour aller de l'avant. Et mettre la pression là où il faut la mettre. Nous avons le sommet des chefs d'État et de gouvernement. C'est le 22. Le 20, on termine. Quel est le message qu'on peut envoyer à la fois et à la CEDEAO et à l'AOS concernant ces questions où nous sentons l'impuissance des États et également, ça profite à qui? À des puissances impériales. À des puissances impériales qui sont là, qui vous disent, mais écoutez, nous on vous couvre, les droits humains, on ferme les yeux. Moi j'étais tout seul à intervenir et j'étais efficace au Mali. Aujourd'hui,
L'expert indépendant du Mali ne peut pas se rendre au Mali. Et maintenant, pour travailler et être fort, c'est tous les autres experts des Nations Unies qui font des communiqués de presse qu'ils m'envoient moi-même. Ça veut dire tout simplement que l'opinion africaine sur ces questions stratégiques est totalement absente ou faible. Et il faut effectivement trouver une solution pour ça. Merci. Bien, je crois que la question posée est véritablement du domaine du doyen Alioune Tine. Mais je crois que si on voit à peu près ce qui se passe dans les autres espaces, partout où vous avez des conflits, il y a des difficultés à faire régner la justice, à faire agir la justice. C'est pour cela qu'on parle souvent de justice transitionnelle, etc. Donc il y a une sorte de justice à imaginer pour ces contextes-là. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que, et je crois que vous l'avez dit, que ce ne sont pas des étrangers qui viennent envahir. Ce sont vos propres enfants, par un système qui n'a pas été maîtrisé, qui se retrouvent au banc de la société. Quand vous prenez les volontaires pour la défense de la patrie, c'était une idée très très généreuse au départ. Mais finalement, finalement, c'est quelque chose qui n'a pas été maîtrisé. Et vous avez ce problème-là. Je sais que moi, j'ai toujours fait partie des équipes de la CEDEAO pour la mise en place des centres pour l'harmonisation de la réponse. Et je sais que à un certain moment, pour le Mali, on avait demandé aux responsables de ce centre-là de dire au président Ibeka, feu le président Ibeka, que c'était nécessaire de discuter avec quelqu'un comme Iyad Ghali. Mais on n'a jamais, il y a eu une sorte de fierté pour dire nous ne discutons pas avec ces gens-là. Mais vous ne discutez pas avec quelqu'un qui peut faire très 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 mal et qui est aussi à l'intérieur de votre système. Donc quand vous avez votre adversaire à l'intérieur de votre système, il faut quand même développer des stratégies pour entrer en communication avec cette personne-là et peut-être maîtriser mieux les choses. Donc c'est des choses qui sont passées, qui n'ont pas été bien cernées, et c'est ça qui fait que, bon, jusqu'à présent, nous avons une situation que nous ne maîtrisons pas. Mais je pense qu'il y aura certainement des choses qui devraient faire l'objet, en tout cas, d'une justice à imaginer pour, en tout cas, que l'impunité ne puisse pas, en tout cas, prospérer. Merci. Moi, je pense que il est bien de poser la problématique de la justice, mais surtout la justice sociale. Ce que nous avons remarqué, c'est que au niveau de la CEDEAO, même les États ne respectent pas les décisions de la Haute Cour de justice. Les États. Plusieurs fois, on a vu l'expérience au Sénégal et ailleurs. Et je pense que lors de la présentation de mon dernier livre intitulé Insécurité au Sahel, sortie de la crise, l'avocat Maître Boukounta Diallo avait pris la parole pour quand même mettre en relief le refus des États de respecter même les décisions de la justice, de la Haute Cour de justice de la CEDEAO. Mais si on approfondit la réflexion, je pense également qu'il y a une communauté qui souffre de cette situation-là. Je n'aime pas trop utiliser le mot peul. Je préfère reprendre votre expression, la communauté pastorale. Et moi, je pense que dans mon village là-bas à Pire, quand nous étions enfants, des fois, on assistait à des conflits sociaux, les bétails de cette communauté-là, saccager les champs des Wolofs ou des tout couleurs.
Mais le problème se réglait auprès du chef de village. Tout le monde se retrouvait devant le chef de village, on règle le conflit. Des fois, même, on est même allé jusqu'à donner un mariage entre les familles des communautés pour essayer de rapprocher, pour essayer de résoudre certains conflits à la base. Donc cette injustice-là, je pense que cette communauté Peul en souffre au Mali, au Burkina Faso, au Niger, surtout au Burkina Faso et au Niger. Et je me rappelle en 2015, lorsque Amadou Koufa avait lancé un appel pour demander à tous les Fulbe et tous les peuples de rejoindre son mouvement, parce qu'il voulait lui également instrumentaliser ces conflits qui existent dans tous les villages. Si au Sénégal, il y avait une réunion qui s'était tenue à Diender, l'association des peuples, ils avaient quand même interpeller les autorités sur ces problèmes-là que rencontrent les éleveurs au Sénégal. Heureusement, jusqu'à présent, on n'a pas connu ces problèmes-là, mais je pense qu'à la longue, il faut essayer les autorités, en tout cas, ont la responsabilité d'anticiper sur ces conflits, mais surtout d'éviter de soutenir un camp contre un autre. Parce que nous, de manière traditionnelle, on a toujours nos mécanismes pour régler les conflits à la base. Donc, c'est parce que nous sommes tous, nous appartenons à la même, nous habitons dans la même zone géographique, nous sommes des familles, et je pense que les conflits, les discours violents, les discours communautaristes sont des choses à éviter, qui sont à la base de ces injustices-là dont souffrent la plupart de ces populations. Merci beaucoup. Alors, on a mené une étude au Mali en 2016 sur les facteurs qui poussent notamment les jeunes à s'associer aux groupes extrémistes violents. Et cet élément a été un des facteurs déterminants qui ont poussé certains jeunes du centre, dont certains font partie d'ailleurs de la communauté, qui ont été victimes d'injustice, ce qu'ils percevaient comme injustice dans le traitement d'une affaire judiciaire concernant le foncier. Alors, et donc parce que la décision de la justice lui était défavorable, pour retrouver son patrimoine foncier, il a été obligé de s'associer à des groupes extrémistes violents pour pouvoir chasser les personnes avec qui il était en conflit pour retrouver son... Donc c'est un facteur déterminant dans le processus d'association de certains jeunes à ces groupes extrémistes violents. Et la question du pastoralisme aussi perçu par cette communauté comme de l'injustice, parce que nos États n'arrivent pas à traiter ce problème. C'est pas un problème qui date de maintenant, mais le contexte fait que avec l'extrémisme violent, certaines personnes qui se sentent persécutées par d'autres communautés s'associent à ces groupes pour prendre disons, ce qu'on peut qualifier de revanche par rapport à ces communautés. Donc vous avez parfaitement raison, c'est un aspect important à prendre en compte dans le cadre de la lutte contre l'extrémisme violent. D'être dans une grande détresse, et les solutions viendront, comme ça a été dit, à travers ces personnes-là. Sans tarder, on va passer la parole à la salle. On va prendre les questions. Je voudrais saluer tous les panélistes, les doyens. C'est juste une contribution. Je suis Kofi Ignace, président régional des clubs CEDEAO. Par rapport à ce thème, on se rend compte que c'est vrai, il y a des solutions à envisager. La mutualisation des forces, le renforcement des capacités institutionnelles. Mais notre préoccupation, on se rend compte que la plupart des personnes, surtout des jeunes, qui sont intégrés dans ces mouvements terroristes ou bien qui sont dans des activités criminelles et autres, ce sont des jeunes vulnérables, des personnes vulnérables. On se rend compte, M. Mamadou l'a dit, les populations qui sont plus proches des frontières subissent plus ces activités criminelles et participent. Pour nous, nous croyons que le développement du capital humain est d'une importance capitale. Si nous voulons régler ce problème, il faut mettre aussi l'accent sur le développement du capital humain. L'éducation, la santé,
une population qui est vulnérable, qui n'a pas les moyens, qui n'a pas les ressources, facilement tombe dans ces dérives-là. Et donc, c'est vrai qu'on va parler bien sûr de la mutualisation des forces. Il faut bien sûr renforcer les capacités politiques, militaires, policières et autres. Mais tant que l'individu n'est pas formé, n'a pas les moyens, n'a pas les ressources, l'individu est toujours vulnérable et va tomber. Et donc, c'est pourquoi, pour nous, on a mis en place bien sûr le club CEDEAO. Aujourd'hui, c'est un plaidoyer. Nous pensons que ce sont ces initiatives qui peuvent amener les populations à la connaissance. Il faut donc former la population, il faut donc renforcer les activités au niveau de la promotion même de la CEDEAO en milieu scolaire et universitaire. Il faut amener les populations à connaître leur espace, leur institution. Et c'est ce que vraiment nous voulons dire. On pense que M. Aluntine l'a dit tout à l'heure, ils vont avoir bien sûr une rencontre avec les chefs d'État. Il faut mettre l'accent là-dessus. Promouvoir bien sûr la CEDEAO auprès des jeunes, auprès des femmes, auprès des enfants. Il faut amener ces populations-là à être bien sûr dans la connaissance de leur espace. Donc voilà un peu ce que nous voulons dire. Développer le capital humain par l'éducation, par la formation. On pense qu'à long terme, ça peut nous aider à régler ce problème-là. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Kofi Ignace. Thank you for letting me say a few words, Madam Moderator. I don't think I did ask for the floor, but I will say a few words. Your issue of human rights, that is critical. You should look at it and so on. But let's look at this, this on, within the context of what our challenges are. Me, I think today, whilst that's very important and we can look at it, we will not solve it with a disintegrated ECOWAS. So our challenge today here is that our institution of 50 years is being disintegrated. And I heard what the panelists said, and it was fantastic. The IOS is dismantling our institution. If our institution is dismantled, we will not attain the type of response, type of developmental challenges and so on that we are doing. They have accused us of neglecting the issue of terrorism, issues of security, which is false. I just came from a meeting in Accra. When I listened to the panelists, ECOWAS has done fantastic things in terms of having a collective approach to help us in the issue of terrorism, you know, from the putting in the right legislation, meetings between our security chiefs, a lot of things. We were in Accra and General Guy was there, who's one of the most knowledgeable here and so on. So if we have a bunch of irresponsible soldiers that want to dismantle our organization, which will diminish our ability to deal with some of those issues that we are putting on the table, we should call a spade a spade. We should see what is it that we should do here, what message shall we send out to say that ECOWAS has done fantastic things in terms of collective actions to deal with issues of security. It's really tremendous. And I think I will leave it to what the panelists have said because I don't want to go further on that. So send a clear message. We will deal with, how do they call themselves, AUS and so on, that they are irresponsible, they are anti-democratic, they are putting forward arguments which do not hold. What we are doing in ECOWAS, in security, is more than any other aspect of ECOWAS that has happened. The legal things and all that, we have challenges, and I quite agree that ECOWAS is not moving that agenda forward. But on security, it's different. I listened to General Guy. What they've done is tremendous. And the panelists here have confirmed from the professor there who gave us historically what ECOWAS has done. Let us, in this meeting, emphasize that what we have done. Let us, in this meeting, bear naked
what AOS countries are doing in terms of saying we don't have a collective approach to conflict. It is false, totally false. And I'm really sorry if I'm deviating from what you are saying. But I thought we should emphasize that in terms of security, after 50 years, ECOWAS has made tremendous progress in bringing collective attention, collective action, collective concern in terms of what we want to do in terms of security in this sub-region. And therefore, we should not let undemocratic soldiers with arms who want to dismantle our organization and tell us we are doing this because our security is not being protected. I think it's false, and I think we should call it in the largest possible voice. And I thank Aliun, my brother, for putting this on the table. That's what I wanted to say. But I don't want to diminish your challenge of human rights. It's there. But in this integrated ECOWAS, we will not be able to. It's tribalism. It is others, the Poles, and call it the name you want to, are being singled out and so on. We will deal with that. But let us maintain the integrity of our sub-regional region. That's the only way we can deal with many of these challenges that are facing us. Thank you, Madam Chair. Merci beaucoup, Monsieur Djane. C'est très intéressant ce que vous dites. C'est difficile de parler du bilan aujourd'hui sans parler de la question et de parler de l'extrémisme violent sans parler de la justice et de l'impunité. Ça, on est obligé de l'inviter dans nos débats. Et je pense qu'une des erreurs de la CEDEAO, c'est d'avoir refusé de mettre les mots qu'il faut aussi sur la crise. Pourquoi on parle plus de l'Ukraine? Pourquoi on parle plus de Gaza? Parce que des mots importants et forts ont été faits. Donc ça, il y va aussi de la responsabilité de la CEDEAO d'entendre et d'assumer, de mettre les mots qu'il faut pour qu'on avance. Si à 50 ans jusqu'à présent, on n'est pas d'accord de mettre les mots qu'il faut, écoutez, il n'y aura pas les projecteurs sur ce qui se passe. Pourquoi on parle de l'Ukraine? Pourquoi on parle de Gaza? C'est parce qu'ils ont assumé de mettre les mots qu'il faut. Donc nous aussi, Africains, acceptons de mettre les mots qu'il faut. Il y a un problème. Tant qu'on ne trouvera pas des solutions contre l'impunité et la question judiciaire, comme vous l'avez dit, aujourd'hui, la crise est en train d'être contagieuse sur l'ensemble du continent. Mais je vous remercie pour vos contributions. Alors, pour poursuivre, allez-y, monsieur. Votre nom, s'il vous plaît. Monsieur Denis Nour, vice-président de la Ligue sénégalaise des droits humains. Thank you very much for the floor. I just want to address one thing and ask one question. And I start with the question. The question is, why ECOWAS did not successful in diplomacy? Because if we talk about security system, it's because diplomacy did not get successful. Où se trouve le problème? Pourquoi la diplomatie n'a pas réussi? Parce que dès qu'on parle de force, c'est parce qu'on est au bout. Maintenant, la deuxième chose, c'est surtout par rapport aux droits humains. Moi, je pense que c'est une question de législation. M. Ban l'a souligné, les décisions de la Cour de justice de la CEDEAO ne sont pas appliquées. Pourquoi? Parce qu'il y a un dispositif qui a été fait. Et ce dispositif-là, on a demandé aux États de signer. Il n'y a pas plus de 5 États qui ont signé pour dire que s'il y a une décision, je vais appliquer cette décision parce que c'est une question de souveraineté. Le Sénégal, un des anciens ministres de la Justice l'a dit, on est souverain. Alors c'est quoi cette articulation entre la souveraineté et justement cette union-là? Merci. Merci beaucoup. 3 dernières questions. Je suis vraiment désolé, on est pris par le temps. Monsieur, allez-y. Hello, my name is Professor Remi Ajibewa, and I was a former retired director of political affairs, ECOWAS. I was there 18 years. I want to thank all the presenters. I know all of them. I don't want to go into epistemology, alluding there. We've been together, struggle. I was director, and he used to come. It's true that he sees the head of state, and we used to invite them. Also, Odongo. Yeah, I've been there since 2004, and my senior brother is there. You know, so actually, all of you have spoken well, but
One thing which this meeting is supposed to look at, which you are all right, is what have we done right? What have we done wrong? What could we have done better? And what are the opportunities for us? So you've all said it well. I don't want to go into it. All other regions of the world, where I even attempt to put ECOWAS down, ECAS, SADC, and they always raise us up. Despite the fact that we still have these problems, I used to tell people in other regions that why West Africa now, and I tell them, is because of the sense of the political efficacy of the people are high. The people believe now, we give you this baton for 4 years. If you don't do well, compared to others, they throw them out. West Africa has made a way. Even 2 sitting head of state were thrown, Liberia, Ghana. So it's time that the issue of the trust is there. So it comes down, those are the things, the normative framework are being covered, what ECOWAS did. Even myself, I don't want to boast. I mean, ECP came through me, and many others. Supplementary protocol is under me, we've done it. But nevertheless, let me also put it, you've said it right. We focus on the military perspective, the coup d'etat, but we never focus, my brother, on the constitutional manipulation, where we do that, you know. Supplementary protocol on democracy. Sir, you are my senior brother, but you know all those areas. But nevertheless, my question is that the ECOWAS counter-terrorism strategy was invoked 2013. It talks about the issue of capacity building. It talks about the issue of coordination as well. But the problem therein was that because of this multinational task force, MTNG, you see France was even, the group of 5, Sahel 5 as well. All those things, we have what we call the political interference from our so-called big brother. Then you also have to commend ECOWAS, as my big brother said. 2012, 2013, when the case happened in Mali, at the same time, Guinea-Bissau, I was there. It takes even the United Nations 90 days to gather force. We call it peacekeeping force there. The ECOWAS standby force, people thought it's there. It's not there. We don't have. We call what they call troop contributing countries. We had to, within that time, within 40 days, we sent troops down there. And then we also sent the human monitor groups as well. So even the UN commended us because it was the troop contributing countries that paid the initial money. So the issue of finance also there when you talk about this security. The only thing where we need to move forward is that our head of state should also know where whoever dictates the piper dictates the tune. We want our security then, they should also be committed to put that money down. So we've done a lot. So that's where we need to look what could have been done better. And then what are the future? We don't need to, ECOWAS has done a lot. What are the mistakes? We don't need to bury it. We don't need to bury the mistakes that we made. I was there 18.5 years, so I know. I spoke, I wrote the communique, I wrote everything. So now I'm free. I've finished, I've retired. So let's say the reality. The reality needs to be spoken where it's supposed to. We don't need to allow the politics to endanger the development of the organization. Thank you. Merci, Bineta. Juste un commentaire, je suis de la Côte d'Ivoire. Je voudrais d'abord te féliciter pour ta franchise, ton courage. J'ai suivi donc ton débat sur France 24. Je suis allé plus loin pour comprendre un peu et lancer un appel à la fois à la CEDEAO, mais aux intellectuels qui sont présents. C'est cela. Mais il se passe sous nos yeux ce génocide-là et on ne dit rien. Mais quel est le problème? Nous, la Côte d'Ivoire, on accueille presque 70%, 110 000 réfugiés qui sont sur place. Mais on ne voit pas ce que les autres pays font. Président Luntine, on peut constituer des missions d'enquête. C'est un problème sérieux. Il faut vous lever des missions d'enquête pour comprendre ce qui se passe.
Parce qu'eux, ils le disent partout. Nous avons accueilli, pour ne pas dire clairement les choses, tous les Peuls, intellectuels Peuls sont en Côte d'Ivoire. Tous. La même chanson. Mais c'était un génocide qui se passe sous nos yeux. Et on ne dit rien. On dit oui, la CEDEAO, après 50 ans, qu'est-ce qu'on fait? Mais les intellectuels, nous-mêmes, on peut le faire. On peut faire des travaux. On peut interpeller. On peut l'isoler, pour ne même pas dire son nom. On peut l'isoler. Comme mon pays le fait, on peut l'isoler. Mais on ne l'isole pas. On ouvre un débat qui véritablement n'est pas un débat de soutien. Mais voici ces activistes qui se battent partout, qui sont en danger. Quel est l'appui qu'on leur apporte? C'est de cela, ce sont ces questions pragmatiques, questions concrètes qu'on doit résoudre. Moi, je pense que laissons les débats, on se plaît trop, il y a un problème, on le résout. On prend les dispositions. Ce n'est pas le président Trump qui va venir résoudre ce problème. Ce n'est pas le président français qui va venir résoudre ce problème. C'est à l'ultime qui doit le résoudre. C'est le professeur Ndongo. C'est tous ces intellectuels ici. Il faut écrire, il faut interpeller, il faut parler. Tant qu'on ne parle pas, il va continuer, il va continuer, il va continuer. C'est une interpellation. Je pense que la responsabilité nous revient de droit. Les jeunes nous écoutent. Les jeunes veulent en savoir davantage. Nous, qui avons presque 60 ans, 115 ans, qu'est-ce que nous faisons devant de telles déviations, devant de telles violations graves des droits humains? Moi, je connais Aluntine quand on était en Côte d'Ivoire, président. Nous avons lutté. Nous avons sauvé des vies humaines. Et aujourd'hui, la question se passe au Burkina. Qu'avez-vous fait? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qu'on fait? Voici donc la question. Merci encore. Bon courage à toi et nous te soutenons. Merci. Merci beaucoup. Bien, alors donc... Pardon? Oui, aujourd'hui et demain. Oui. Donc on y va pour la gestion du temps. Donc ce sera une intervention... Hein? Je m'enlève? Voilà, donc pour la gestion du temps, ce sera une intervention très synoptique. Bon, voilà, monsieur, je m'appelle M. Modien Ndiaye. Je suis membre fondateur d'Africadium. Donc je profite d'ailleurs de l'occasion pour féliciter le président d'Africadium, qui est toujours dans son odyssée, de la défense des droits de l'homme. J'ai été aussi dans le secteur de la défense. Bien, alors donc, c'était juste pour revenir sur la question de la justice qui a été évoquée. Je crois que quand il y a conflit, c'est qu'il y a une rupture de l'ordre. Donc, les conflits, le conflit, c'est une alternative à la justice. Quand la justice est rompue, on se bat. Quand deux personnes se battent, c'est parce qu'ils ne croient plus à la justice et donc ils croient, n'est-ce pas, à la justice par la force. Et c'est ce qui se passe sur les terrains de conflit. Alors, pour aller très vite, j'ai fait une proposition parce que j'ai entendu le doyen Aluntine parler de la société civile. Dans des cas d'espèce, effectivement, il faut entendre des voix. Et ce qu'il dit, c'est vrai, c'est que la société civile doit s'engager à dénoncer et à porter sa voix très haute pour que quand même justice soit rendue. Mais pour que justice soit rendue, il faut aussi qu'il y ait un cadre qui travaille à cela dans des conditions de conflit, qu'il faut préparer en temps de paix. Donc moi je mets dans le panier une proposition d'un cadre diplomatique. Quand je parle de cadre diplomatique, je ne parle pas de conseil diplomatique, d'un cadre diplomatique, la société civile, l'ensemble des forces sociales qui puissent parler déjà aux autorités en temps de paix. Parce que c'est ça. On construit les moyens, les outils de la paix en temps de paix. Dès que le conflit s'installe, la justice est rompue, les institutions ne fonctionnent plus. Comment voulez-vous qu'il y ait justice? Il faut arrêter, après parler de génocide, aller à la Cour internationale, ou parler, etc., etc. Alors que les dégâts sont là, déjà faits. Ça, c'est un. Le deuxième point sur lequel je voudrais aussi, que je voudrais évoquer, c'est le non-respect des décisions de la Cour de justice. Mais où sont les sanctions?
Je n'ai jamais entendu un pays sanctionné par la CEDEAO, sanctions économiques, sanctions, etc., parce que tel ou tel pays n'a pas respecté les décisions de justice. Là aussi, il faudrait que nous puissions réfléchir dans le cadre du changement de la CEDEAO, l'instauration d'un cadre de sanctions efficaces qui puisse permettre aux États, n'est-ce pas, qui puissent contraindre les États à respecter les décisions de justice. Le troisième point, je vais vite parce que là il y a le temps, le troisième point sur lequel je voudrais vraiment attirer l'attention et que le chercheur a évoqué, c'est la mutualisation. La mutualisation des forces en temps de conflit. Vous dites que le général, non, je ne sais pas quel général peut-être n'est pas là pour peut-être. J'ai eu l'avantage de faire 5 ans aux forces armées. Je sais qu'on a eu beaucoup de difficultés, vous le savez d'ailleurs, avec les langues d'abord, entre les forces d'intervention, puis les outils utilisés, les armes. Les armes ne sont pas de la même espèce, ne proviennent pas des mêmes origines. Vous allez en Afrique du Sud ou ailleurs, les pays anglophones, les pays francophones, les pays lusophones, les armes viennent d'origines diverses. Et donc l'utilisation, c'est pourquoi d'ailleurs les opérations, n'est-ce pas, les entraînements dans le cadre de la coopération militaire se faisaient, pour le cas du Sénégal, Guinée Maha, la Jonction, le Mali, le Sénégal, comment dirais-je encore, la Guinée. On était là-bas, je crois, les années 95, il y avait les armées françaises, anglaises et tous. Les gens étaient là, on fait des opérations d'entraînement pour que quand même, dans le cadre de la mutualisation des forces, pour que l'efficacité puisse être établie pour rétablir, pour le maintien de la paix, rétablir la paix dans les zones de conflit. Donc là aussi, je crois que c'est un travail à faire à ce niveau-là. Et malheureusement, je soulève la question du processus de décolonisation des forces, avec les bases qu'on est en train de faire sortir de nos zones. Bon, je crois qu'il faut repenser ça. C'est vrai, il faut que la fin de la colonisation, ça c'est clair. Nous sommes indépendants, il faut que notre indépendance et notre patriotisme soient effectivement assurés, mais avec beaucoup d'intelligence, tirant profit aussi des coopérations qui sont... Je vous remercie, madame. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup. Enfin, la voix de la jeunesse va être entendue. Merci beaucoup, chers panélistes. En tout cas, je vous ai écouté religieusement. Et je sais qu'aujourd'hui, concernant les questions d'instabilité, on a beau soulever les questions de la porosité des frontières, mais également les questions donc du terrorisme. Mais en tant que jeune, je crois, comme nous venons de le voir, ce qui manque, c'est que le principal acteur, son avis n'est pas pris en compte. Parce qu'aujourd'hui, ce que je veux dire, lorsque la jeunesse, âgée de 15 à 24 ans, dans un rapport de SIA, en tout cas le taux, si le taux dépasse 20%, c'est-à-dire qu'il y a plus de risques d'instabilité. Et dans le rapport de SIA, qui a été donné par le colonel Modeste, qui est chargé donc des affaires militaires du bureau UNOWES, bureau de l'Organisation des Nations Unies en Afrique de l'Ouest et du Sahel, on nous dit clairement que si la jeunesse représente plus de 35%, cela veut dire quoi? Il y a plus de 150% d'instabilité. Ce qui veut dire quoi? Au Togo, en Côte d'Ivoire, au Sénégal et partout dans les États de la CEDEAO, le risque d'instabilité est de plus de 150%. Parce que uniquement au Sénégal, ceux qui ont âgé d'une année à 35 ans comptent 13 millions sur 18 millions d'habitants. Je vais en tout cas parler de ce que dit tout à l'heure le président régional du club CEDEAO. Le Centre africain d'études sur le terrorisme a clairement dit, au regard des problèmes nationaux auxquels les pays africains font face et que le gouvernement doit attaquer, la jeunesse est concernée au premier plan. 38% des questions de chômage, 34% des questions d'éducation, 24% des problèmes de santé, et j'en cite. Et que malheureusement, si on veut carrément régler la situation, c'est-à-dire les risques d'instabilité, il faudrait que la CEDEAO, l'Union africaine, l'ONU puisse prendre comme référence à l'unité. Pourquoi je le dis? Parce qu'il faudrait que la jeunesse soit impliquée directement. Dans cette activité, ce sont les jeunes, les présidents des clubs CEDEAO qui sont des rapporteurs.
Ils sont impliqués dans le travail scientifique. Ils sont dedans dans le travail. Ils sont au cœur du travail. Et que malheureusement, les gens, ils veulent régler les questions de jeunesse alors que la jeunesse ne prend même pas la parole. Là, on ne peut pas carrément régler la situation. Et je crois que là, ce qu'on demande, comme disait Nelson Mandela, ce qui décide sans nous et contre nous. Il faut que la jeunesse soit impliquée directement dans l'élaboration et dans les politiques publiques appliquées donc aux questions de paix et de sécurité. Je vous remercie. Merci. Madame la modératrice, merci. Merci, chers panélistes, pour ces interventions de qualité et pleines de richesse. Donc, je vois que le débat est très animé par les hommes et en ma qualité de femme, je ne pouvais pas me permettre de me taire. Donc, d'autant plus que on a une modératrice. Donc, là, le véritable problème, je pense que ça se pose au niveau de la confiance mutuelle entre les États, la méfiance. C'est le véritable échec de la mutualisation. Parce qu'on ne peut pas être dans une communauté selon laquelle les États sont en parfaite méfiance. Comme par exemple, il l'a bien cité, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Burkina, le Togo. Donc, il nous faut une consolidation. Et dans ce cadre-là, je ne serai pas très longue pour respecter le timing. Donc, j'aimerais poser la question selon laquelle, que pensez-vous de la création d'une académie régionale de formation militaire et de sécurité qui sera ouverte vraiment à tous les États membres de la CEDEAO pour promouvoir l'harmonisation des différentes doctrines sécuritaires. Merci. Oui, alors je vais plutôt conclure en disant que moi je suis un extrémiste de l'intégration régionale. Je suis fier d'appartenir à cette communauté ouest-africaine. Je me définis comme un citoyen ouest-africain. Et je pense que la mutualisation est plus que nécessaire, surtout dans un contexte où, parlant sécurité, les groupes extrémistes violents commencent à utiliser les drones. Les drones pour des objectifs militaires. Et pour moi, c'est un changement majeur dans le cadre de cette guerre qui nécessite une mutualisation des efforts et un renforcement de nos capacités. Mais bien sûr, il y a beaucoup d'autres aspects sur lesquels on pouvait insister, mais je pense que voilà, ce sera mon mot de fin, la mutualisation. Merci. Moi, je vais venir sur un aspect que l'on a soulevé souvent. Et ça fait partie de notre théorie. J'ai dit, nous travaillons beaucoup sur l'état civil et pas assez sur l'état social. Et je pense que nous avons besoin même d'une théorisation de l'état social. C'est vrai que les droits économiques, les droits sociaux, culturels, c'est ce dont vous parlez, hein, la jeunesse. Du travail pour la jeunesse. Quand on regarde les mesures prises par Trump et sur la question de l'immigration et comment les gens quittent pour tous ceux qui sont passés par le Nicaragua aujourd'hui sont dans une fragilité. Je pense que c'est à cause de ça d'ailleurs qu'on nous a mis sur la liste des bannes. Donc, la question de la jeunesse est une question stratégique que la communauté doit prendre en charge. C'est extrêmement important. Donc, état social. De deux, je vais répondre à votre question. Par rapport aux réfugiés, moi je suis pratiquement en contact avec tous les réfugiés. Je sais qu'en Côte d'Ivoire, ils sont là-bas. J'ai même tenu une réunion avec eux. Burkinabés, Ivoiriens. Voilà ce qu'ils m'ont dit. Vous savez, ici, on avait créé ce qu'on appelle l'UIDH, l'Union interafricaine des droits de l'homme. Et quand il y avait un problème, toute la société civile ouest-africaine était mobilisée pour aller intervenir, aller dans les pays. On a été en Côte d'Ivoire, on a été au Burkina, on a été au Niger avec Ndongo. Ça n'existe plus. Ils m'ont dit, mais Alioune, il faut remettre ça. Vous là, comment on dit, le club CEDEAO, c'est votre travail.
venez me voir, je vais vous dire comment on faisait à l'époque. Mais il nous faut réunir toute la société civile pour qu'elle ait une capacité de pression. Vous avez au Burkina, à un moment donné, on m'a dit, Alioune, il ne faut plus y aller. Parce que j'ai dénoncé tellement, c'était tellement fort. J'étais invité, on m'a dit, ah, Alioune, avec tes tweets. Le simple tweet, ça posait des problèmes. Les gens qui sont là-bas, s'ils font des rapports, ils prennent des risques énormes. C'est des risques de disparition, de perte de liberté et tout. Qu'est-ce que nous pouvons faire concrètement par rapport à cela? Je pense que dans le Next, il faut mettre ça. Comment organiser une société civile suffisamment forte pour pouvoir prendre en charge les questions les plus stratégiques, que ce soit des droits humains, que ce soit d'unité, que ce soit de sécurité. Même dans le cadre de la sécurité et de la mutualisation, pourquoi ne pas demander à chaque citoyen de la CEDEAO, mais cotisez, mettez un impôt même si c'est symbolique, que ce ne soit pas seulement le problème des États. À partir de ce moment-là, je me dis, bon voilà, on nous met tous en mouvement, on met toute la société en mouvement pour soigner, c'est ça le grand problème, soigner les plaies de la CEDEAO. Comme dit Bathily, et ça je le répète, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Merci. Moi, je voudrais revenir sur un point qui a été soulevé. Il s'agit de la force en attente. Je crois qu'on ne réfléchit pas beaucoup sur cette force en attente. Effectivement, les problèmes qui ont été posés, une force, il faut l'équiper, une force, il faut l'entraîner. Mais je crois que tout cela est possible si la CEDEAO s'engage dans la rupture, non pas avec des forces en attente ad hoc, mais des forces en attente qu'on essaie de pérenniser. Parce que l'idée, c'est, quand il y a un conflit quelque part et on a besoin de la force en attente, c'est les États qui contribuent. On sent aussi une mauvaise volonté des États. Mais si les principes sont acceptés, il est bien possible, parce que nos armées quand même sont bien entraînées. Et il est possible, moi j'ai vu la situation qu'il y a eu avec la crise ivoirienne, la situation que nous avons eue, en tout cas à mobiliser des bataillons pour la Côte d'Ivoire. Et il y a eu des situations qui ont fait que certains États se sont retirés, n'ont pas donné ce qu'il fallait, tout simplement parce que ces choses-là se préparent en temps de paix. Et ces choses-là n'ont jamais été bien préparées. Donc, je crois qu'il y a lieu vraiment de travailler pour qu'on ait une force capable, en tout cas, d'être entraînée dans une situation pour régler effectivement une situation quand on posera le problème des moyens, mais ces problèmes-là, on dépense trop de moyens à faire des rencontres qui, au fond, n'ont pas un impact réel sur la communauté. Si vous regardez le budget englouti par des rencontres au niveau de la commission de la CEDEAO, vous pouvez voir qu'il y a quand même des possibilités de faire en sorte que ces moyens-là soient disponibles pour une unité qui pourrait en tout cas régler un certain nombre de choses dans l'espace communautaire. Merci. Merci beaucoup, professeur. Merci. Moi, je vais rebondir un peu sur la conclusion du professeur, parce que le problème de moyens s'est toujours posé. Je me rappelle en 2012, lorsqu'il y a eu cette attaque au Mali, qui a provoqué la chute de Amadou Toumani Touré remplacé par Amadou Sanogo, les groupes rebelles avaient traversé le nord du Mali et
à ce moment-là, il y avait des réunions interminables des chefs d'état-major général des généraux du moins de la CEDEAO pour voir comment mobiliser les moyens, comment stopper l'évolution du groupe terroriste. Et c'est la France qui avait stoppé les terroristes qui voulaient prendre l'aéroport de Sévaré. Aujourd'hui, c'est vraiment une situation qu'on ne peut pas remettre en cause. Donc, il y a ce problème de moyens. Il y a également un ancien ambassadeur français, Guy Georgi, qui disait la différence entre l'Asie et l'Afrique, c'est que l'Asie a une population qui travaille. L'Afrique a une population au repos. Et cette population au repos en Afrique, surtout la jeunesse, est devenue la cible des groupes terroristes qui les enrôlent pour les dresser contre leur propre État. Je pense que quelqu'un l'a souligné tout à l'heure, il faut se battre pour impliquer les jeunes, mais surtout et surtout pour travailler, pour combattre cette crise de l'emploi qui touche les jeunes. Si vous voyez au Sénégal, partout ailleurs, les jeunes qui participent aux manifestations politiques, les jeunes qui sont recrutés par les groupes terroristes sont âgés entre 20 et 30 ans. Donc aujourd'hui, c'est une problématique qui est là, qu'on doit apporter des solutions les plus urgentes. Merci. Permettez-moi d'ajouter un mot. Oui, professeur. C'est-à-dire très rapidement, hein, parce que là on me fait... Le principe de subsidiarité aussi dans notre espace ne fonctionne pas. Moi, j'ai souvent été sur le terrain. Les Nations Unies parlent très peu à la CEDEAO. L'Union africaine parle très mal à la CEDEAO, etc. Les organisations ne se parlent pas. Et dans les principes, les Nations Unies doivent appuyer ceux qui sont sur le terrain, mais ce principe-là, il ne fonctionne pas. Merci beaucoup vraiment à nos excellents panélistes de partage de votre expérience qui ont apporté beaucoup. La salle aussi, tout ce que vous avez dit, nous permet d'avancer, de se concerter, de dialoguer. C'est surtout ça, il faut qu'on continue à avoir ces espaces d'échange. C'est ce qu'on n'a plus dans certaines zones aujourd'hui. C'est dans les échanges, dans les confrontations d'idées qu'on trouvera des solutions. On vous remercie infiniment. Merci pour tout. Merci.